Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour notre conférence. Comme tous les ans, on est là pour vous proposer une nouvelle thématique, une nouvelle discussion. On a la chance d'avoir aujourd'hui des Suisses et des Français dans la table ronde, des comment on va dire, des utilisateurs et des autres d'IA et des utilisateurs pour leurs clients, donc différentes approches. L'idée, c'est de parler d'IA et puis de se poser la question, est-ce que dans l'industrie, c'est un miracle ou une illusion? Alors, avant de ça, je vais démarrer, il me faudrait la zapette. Je vais démarrer par quelques mots. Sébastien Meunier, Basalarea, mon collègue Albert Hilbert qui prendra la parole après. Juste quelques mots d'accueil et d'introduction, ensuite la table ronde et on terminera par un petit pitch de nos startups présentes sur notre stand. Et puis on a un apéritif sur notre stand juste après. Alors pour commencer en quelques mots, Basalarea est une association soutenue par les 3 cantons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le canton du Jura pour la promotion de l'innovation avec 3 piliers. La promotion de l'investissement régional, d'attirer des capitaux étrangers dans la région. Deuxième, c'est la promotion de l'innovation, la thématique d'aujourd'hui. Et le troisième, des espaces d'innovation et des infrastructures, des laboratoires, et des salles et des bureaux dans nos différents sites du Parc Suisse d'innovation Basalarea. Voilà. Et la mission, nous, c'est de rendre cette région un centre économique et innovant pour la Suisse de demain. Maintenant, mon équipe, on a Albert qui est ici présent, Carole qui doit être quelque part, Marie qui est derrière, et au service des entreprises de la région de Bâle et en contact avec nos pays limitrophes. Juste un petit dessin, c'est pas la peine de regarder dans le détail, mais on a la base de notre travail, c'est l'écosystème, c'est le relationnel, c'est le réseau, et c'est à partir de là qu'on se bosse et qu'on travaille, et c'est donc tout cet écosystème qu'on a mis en place pour pouvoir travailler correctement, pour relier des écoles, des entreprises, les institutions, et puis tous les services d'événements, d'animation de réseau qu'on met en place. Voilà, c'était quelques mots d'introduction. Maintenant, la thématique de l'innovation et par ce biais-là de l'intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'avoir 4 intervenants. Il y a un 5e qui devrait arriver, mais il est dans une autre conférence qui devrait se terminer, donc il se présentera après. Je ne sais pas si vous, mais depuis hier matin, toutes les discussions tournent autour de l'IA, avec beaucoup de questions, beaucoup de comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on intègre ça dans nos entreprises. Et l'idée là, aujourd'hui, c'était d'avoir des représentants d'industrie, des représentants de services à l'industrie qui utilisent, soit pour eux, soit pour leurs clients, l'intelligence artificielle et de partager avec vous des cas d'utilisation, des succès, des difficultés, et puis de pouvoir répondre à la question, est-ce que c'est vraiment un miracle ou c'est une illusion? Donc je vais commencer par un premier tour de table, mais je pense que chacun peut se présenter en quelques mots qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Louis, je te laisse la parole. Est-ce que mon micro... c'est bon. Bonjour, Luis Vieira da Silva, responsable informatique aux ateliers Buche. Les ateliers Buche développent et fabriquent des pompes à vide utilisées dans des secteurs très variés, tels que l'emballage alimentaire, la fabrication de semi-conducteurs, en passant par la chimie et l'industrie pétrolière. Notre site, basé en Suisse, pas très loin d'ici, à 1 heure de route environ, fait partie d'un groupe international, un groupe mondial, le groupe Buche. Notre site lui-même occupe un peu plus de 400 collaborateurs. Le groupe, plus de 8000, est présent sur tous les continents, à 23 sites de production et diverses sociétés de distribution. Deux particularités de notre site, c'est que nous faisons partie d'un groupe dont nous avons une informatique globale, un service informatique centralisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement autonome pour nos choix informatiques. Ça a ses avantages, ça nous facilite des fois la vie.
mais ça nous enlève aussi des fois de la liberté dans le choix des outils. Et deuxièmement, nous vendons directement aux sociétés de vente du groupe. C'est-à-dire que tout l'aspect de l'IA, de la digitalisation lié à la clientèle, c'est quelque chose dont on ne s'en occupe pas. Voilà. Merci. Bonjour à tous, César Liavi, je suis COO, responsable des opérations, c'est plus facile, à KM0, l'écosystème qui est à la fonderie pour les Mulhousiens qui sont présents ici. Qu'est-ce que c'est KM0 ? C'est un écosystème qui est dédié à l'innovation pour l'industrie et le numérique, mais surtout pour l'industrie en vérité. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'il y a un incubateur, il y a un accélérateur, il y a des écoles digitales, il y a des entreprises de toute taille, des groupes industriels, des sociétés nouvelles de services plutôt digitaux qui travaillent tous ensemble sur le projet de l'industrie. On existe depuis 2019. On a créé, alors pas directement nous, mais les habitants qui sont chez nous, à peu près 300 emplois. En fait, on est un peu comme Basalarea, mais différent quand même. C'est pour ça qu'on discute ensemble aujourd'hui. Et dans les nouveaux services et les nouveaux apports qu'on donne à l'industrie et surtout à nos habitants, les clubs d'entreprise qu'on anime, c'est un open lab dédié à l'intelligence artificielle, essayer d'apporter ses premières réponses à qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait du ROI, comment est-ce que ça peut nous aider. Voilà, moi je suis plutôt du côté, on est plutôt un apporteur de services potentiels sur l'IA, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Bonjour à tous. Cyril Monin, moi je suis le directeur d'une société suisse, la société Productech, active dans le monde de la FAO et de la DNC, c'est-à-dire le réseau d'ateliers. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle et son utilisation, et je reviendrai peut-être sur le sujet après. Aujourd'hui, la question n'est pas tant de savoir si elle est là ou pas. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'outil est présent aujourd'hui et il faut bien trouver des moyens de l'utiliser de manière intelligente. César parlait de l'industrie. Alors nous, on est en plein dans l'industrie, on fait du service à l'industrie et de plus en plus, on commence à voir poindre un certain nombre de modules et d'outils qui permettront d'utiliser l'intelligence artificielle au service de l'efficacité des ateliers. Mais c'est des modules, c'est des solutions qui sont dans leur enfance finalement, et on voit que de la coupe aux lèvres, il y a quand même encore du temps. Et je trouve par là aussi qu'encore aujourd'hui, on fait beaucoup rêver au niveau de l'IA. Oui, techniquement, ça nous permet de rêver à plein de choses différentes, mais pratiquement aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte ? Il faut des fois un petit peu relativiser les choses, et c'est quelques points que je m'efforcerai d'éclairer un petit peu lors de cette discussion. Bonjour à toutes et à tous, Florent Barbier, Société Icanto. Nous sommes la structure numérique et robotique du groupe SNEF, donc un groupe français implanté à Marseille et qui fait maintenant 15 000 personnes sur la France et le monde entier. Pour ma part, je suis responsable d'activité autour de l'industrie 4.0 avec des propositions de solutions technologiques, numériques et prédictives que l'on met en place depuis plus de 25 ans sur les équipements industriels, donc à base d'IA déjà depuis très longtemps. Donc voilà, on parlera de quelques cas concrets de mise en place de ces solutions. Merci. Bonjour à tous, Emmanuel Estevez, directeur de la R&D chez Eureka Solutions. Eureka Solutions, on est éditeur et intégrateur de notre propre ERP, donc Eureka ERP. On va parler un petit peu de l'IA. Donc chez nous, comme l'a dit Cyril, c'est pareil. Donc on travaille nous sur des cas utilisateurs chez nos clients, puisqu'on a environ 200 clients et 7000 utilisateurs de notre ERP. Et on a donc des cas concrets qu'on a mis en place grâce à l'IA. Et on va en parler après de la valeur ajoutée de ces cas chez nos clients. Merci Emmanuel, merci à tous. Manuel, tu gardes le micro. Peut-être en quelques mots, un cas d'utilisation d'IA chez toi, sur lequel on va pouvoir
continuer la discussion. Ok. Donc nous, on est éditeur de RP, donc il y a énormément de modules dans le RP, les ventes, les achats, les stocks, la production, la finance, la comptabilité, la CRM. Donc on a quand même pas mal de modules. Donc nous, on s'est intéressé à différentes choses. Donc nous, on travaille surtout sur la partie IT. Donc il y a la partie IT, il y a la partie aide à l'utilisateur. Et donc on va parler de différents cas, mais le cas concret qu'on a implémenté chez nos clients, c'est surtout l'utilisation d'assistants qui sont donc agrémentés d'IA, qui vont permettre en fait de résoudre des problèmes plutôt liés à des problèmes techniques. Je veux sortir par exemple mes étiquettes, je suis en production et ça sort pas. Qu'est-ce que je dois faire l'IT n'est pas là, il est 3h du matin, donc c'était un cas qui a été remonté par nos clients, donc pour les aider, on a créé un assistant. Lui, l'avantage c'est qu'il travaille tout le temps, et on va pouvoir donc l'interroger pour résoudre les problèmes en fait d'impression de device et surtout de perte de mot de passe aussi. Quand il y a un utilisateur qui arrive à 5h du matin, qui prend le poste du matin après les vacances, des fois il oublie son mot de passe. Pour pas qu'il soit bloqué, notre assistant va l'aider. Voilà. Merci. On pourra citer plusieurs exemples autour de l'utilisation de l'IA, principalement de machine learning, des choses qu'on fait depuis, encore une fois, plus de 25 ans chez des clients dans l'aéronautique, dans l'automobile, en mettant en place des solutions de qualité prédictive, de maintenance prédictive, qui permettent du coup de détecter le plus tôt possible toute dérive de comportement d'installation qui vont avoir un impact sur soit la qualité, l'efficacité énergétique ou la maintenance. Avec des exemples qui sont assez flagrants. Les plus typiques, c'est de pouvoir anticiper 2 mois et demi à l'avance en fait, une casse sur un axe d'une machine-outil chez un producteur automobile. Donc qui lui permet du coup pendant ces 2 mois et demi de pouvoir s'organiser et savoir qu'il va se passer exactement une casse au bout de 2 mois et quelques, à 2 jours près, c'est ce qu'on avait prédit, de façon à ce qu'il ne subisse pas cette panne, mais qu'il ait bien le temps de pouvoir prendre en conséquence l'achat du matériel, l'intervention. Voilà, sur une chaîne de production qui peut vite générer plusieurs millions d'euros de pertes sur plusieurs heures d'arrêt, c'est quelque chose d'assez significatif. Alors, dans mon cas, le cas que j'aimerais illustrer ici, c'est un cas d'utilisation interne à l'entreprise, dans la mesure où un jour des collaborateurs sont venus vers moi et puis m'ont dit écoute, on utilise de l'intelligence artificielle. Et tout d'un coup, ça a été un peu un révélateur. Comme je disais avant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, elle est utilisée par tout le monde. Et donc se pose la question de comment utiliser les outils actuels d'intelligence artificielle de manière appropriée dans un cadre de travail professionnel. Dans un cadre de travail professionnel qui plus est, dans mon cas, dans le cas de mes sociétés, est soumis à contrat de confidentialité avec quasiment tous les clients qu'on a. Je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce type de configuration. Et du coup, je suis parti un peu à la recherche d'un certain Graal qui est quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut recommander pour travailler de manière correcte avec ces outils, parce que ces outils sont là, ils aident véritablement les collaborateurs, donc comment les utiliser correctement. Et là, après avoir fait un tour au niveau juridique, au niveau politique et tout, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a rien. Et ça, c'est un peu un domaine compliqué. On voit que la technologie avance, mais le cadre institutionnel, le cadre de travail ne suit pas. Donc, on en revient à des approches en fait tout empreintes de bon sens, et on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. Nous, à KM0, alors je ne peux pas parler au nom de tous les habitants de ce qu'ils en font, ça c'est sûr. Nous, dans nos applications directes, un des premiers trucs que j'ai voulu mettre en place en termes d'outils, et pas simplement le GPT classique qui répond à des questions, qui me fait des emails, voilà, ça on n'en parle pas aujourd'hui. J'espère que tout le monde s'aide un petit peu de ces trucs-là pour gratter quelques secondes au quotidien. Mais un truc de productivité qui me faisait perdre, et je l'ai calculé sur un mois, ça pouvait me faire perdre jusqu'à 1h30. C'est tout con. C'est les mails où on est plusieurs dans la boucle et on doit trouver une réunion en commun. Mais on a la flemme de faire un doodle. Eh ben non, c'est celui « donnez-moi vos disponibilités ». Et puis tu as 3-4 personnes qui prennent une disponibilité, et celui qui organise la réunion, il pioche dans les 5 mails et il envoie le rendez-vous avec le bon créneau. Okay.
Moi, en fait, ça, c'est une IA quand il analyse mes mails, en fait, et quand il y a une demande de ce type-là, il prépare une réponse automatique avec 4 slots dans les 2 semaines. Et je le contrôle et je l'envoie. Voilà. Et au final, sur un mois, ça peut me faire gagner jusqu'à 1h30. Ça, c'est un vrai cas d'utilisation que j'ai chez moi. Et après, pour les clients qu'on a à l'aiguillage, c'est plutôt des sujets qui sont liés à la performance commerciale, accélérer les temps de réponse sur des préparations de devis, donc des analyses de demandes entrantes pour pouvoir préparer des devis en amont. Voilà. Alors, notre cas concret, très généraliste, ça a été le fait d'encadrer l'usage des outils IA généralistes. Ça a commencé par le choix d'un outil. Donc, ça a été Microsoft Copilot, pour ne pas le nommer. Ensuite, on a défini un panel d'utilisateurs avancés. Ces utilisateurs, ils ont exploré vraiment le maximum de cas d'utilisation. Et on a listé qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Parce que vous en avez tous fait l'expérience. Tout d'un coup, vous voulez gagner énormément de temps en manipulant un fichier, vous le donnez à l'IA, et ce qu'il en sort, c'est absolument inutilisable. Et ça évolue très vite. Et grâce à cette liste, ensuite, ça nous a permis de faire la formation de tous les utilisateurs. Pour pas qu'ils s'enferment dans des cul-de-sac, qu'ils les mèneraient nulle part, et qu'ils en tirent le meilleur profit. Merci pour le détail. Vous avez déjà un petit peu répondu à la question quels sont les succès ou qu'est-ce que ça vous a apporté. Peut-être Cyril, tu n'as pas bien répondu t'as pas encore répondu à la question. Tu as respecté les règles qu'on avait définies. Oui, j'ai essayé, effectivement. Qu'est-ce que ça a apporté? C'est que, effectivement, le fait d'encadrer, parce qu'en fait, on a eu une démarche assez similaire à ce que vous avez fait, Louis, le fait d'encadrer, ça permet déjà de mettre en lumière un petit peu toutes les différentes tâches sur lesquelles on peut soulager dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et surtout, ça permet de mettre un cadre qui est contrôlé. Parce que ça, pour moi, en tant que patron d'une entreprise, c'est un point qui est absolument capital. C'est continuer à être efficace, à utiliser les bons outils, mais dans un cadre qui nous permette de continuer les opérations. Donc de ne pas être en porte-à-faux avec typiquement une des grosses problématiques à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle est liée au RGPD et à la protection des données. Et ces paramètres-là sont très importants. Et surtout, c'est important de le communiquer avec tout le monde, que tout le monde en ait conscience. Une fois qu'on a conscientisé, il y a un certain nombre d'outils qui existent pour anonymiser des requêtes et des choses comme ça, qui sont très utiles quand on a affaire à de grosses données. Mais ce qui est important, c'est de conscientiser et puis surtout d'accepter le fait que ces outils sont là et qu'il faut les utiliser. Emmanuel ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Cyril. C'est vrai que la gouvernance des données, c'est très important. Alors nous, on est en frontal par rapport à ça, comme on est éditeur de RP. Il faut qu'on puisse donner la certitude à nos clients que la gouvernance des données est effectivement faite par le logiciel. Donc quand ils viennent en fait interroger notre IA, il faut qu'on leur prouve que les données sont fiables. Bon, normalement, dans un ERP, on devrait avoir des données fiables. Que les données respectent les normes, ça veut dire, comme l'a dit Cyril, le RGPD. Quand on va chercher des données, on n'a pas le droit en fait, de divulguer certaines données, donc il faut que l'outil puisse aussi anonymiser une certaine partie de données, les données soient sécurisées, et aussi que l'on soit maître de ces données. Ça veut dire que les données-là sont chez nos clients, on a des grosses PME, des petites ETI, des grosses ETI, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler sur leurs données. Et pas qu'elles partent peut-être chez un prestataire XY américain, pour ne pas les nommer. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse le garantir quand ils utilisent en fait notre IA. Et c'est, on va dire, c'est le nerf de la guerre. C'est de dire aussi que quand la personne va interroger l'IA, il faut que l'IA lui donne des données qui soient justes. Et surtout que ces données ne peuvent pas être piratées peut-être par d'autres prestataires, puisque, comme on dit dans l'industrie, puisque c'est le thème, les données sont vitales pour l'industriel, puisque c'est son savoir-faire. Tu voulais intervenir Non ? C'est bon ? Merci. Alors, on a vu des gains de temps, disponibilité au milieu de la nuit, prédiction des
problématiques ou des cases qui peuvent arriver sur de l'industriel, sur des équipements industriels. Comment organiser tout ça? Donc, on est d'accord qu'il y a un potentiel, il y a des choses intéressantes à faire. Maintenant, on a parlé de difficultés, notamment la gestion des données. Est-ce que vous voyez autre chose? Il y a des choses que vous voulez compléter? Oui, avant tout, pour quel que soit le type de projet, que ce soit IA, pas IA, il faut que ça réponde à un vrai besoin. C'est pas le tout de dire ok, on va lancer des trucs. Il y a des démarches qui existent en disant voilà, on va faire des tests et puis on va regarder. La plupart de nos clients nous disent ok, on a déjà des données sur l'installation, sur notre site, on sait qu'on peut en faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc là-dessus, on les aide à en fait comprendre leurs problématiques, à savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir, un taux de rebut différent, une productivité augmentée. L'IA n'est qu'un outil qu'on peut mettre à disposition sur certaines problématiques, mais pas forcément tout de suite et directement. Donc il faut bien appréhender le sujet, déjà savoir ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut déjà collecter, connecter, comprendre, analyser et se dire ok, voilà, c'est intéressant d'avoir tel ou tel indicateur qu'on peut déjà mettre en place, instrumenter en plus si on veut sur les équipements industriels. Mais encore une fois, ça doit être un vrai projet, donc managé par la direction, budgété et impliquant différentes parties des sociétés, que ce soit l'IT, la production, la qualité, enfin, tout ça doit être un écosystème qui doit être bien mis ensemble, de façon à ce que ce ne soit pas un projet qui doit être décliné par la direction et que ce ne soit pas quelque chose qui soit ensuite adopté par le terrain. Et ça doit répondre à un vrai besoin. Merci. César? Ouais, je peux que aller dans ton sens. Les besoins, ils sont très souvent issus de la direction. C'est super, c'est des bonnes initiatives. Mais très très rapidement, si ça revient pas vers le cas d'usage, d'une part, la justesse de la donnée et en même temps l'implication des collaborateurs qui vont en être les utilisateurs, c'est mort, en fait. Tu as une chance sur deux que ton outil capote et peu importe le niveau de coût que ça va demander de pouvoir faire un essai, un POC ou même une mise en application. Enfin, je pense qu'il faut que toutes les équipes soient onboardées sur cette technologie. D'une part parce que c'est un enjeu sociétal et que c'est ça va devenir de plus en plus une responsabilité des boîtes de pouvoir le porter pour leurs employés. Et du coup, c'est un enjeu stratégique. Et donc, quand c'est un enjeu stratégique aussi important qu'un shift comme cette technologie, alors il faut que tout le monde soit embarqué dedans, même les plus réfractaires, pour pouvoir tout de suite aller déverminer leurs problèmes et qu'ils soient tous volontaires à pouvoir le faire. Ça, c'est clairement, c'est la problématique de l'humain. Technologiquement parlant, il y a des limitations. L'IA, en fait, ça a 30, ça a 40 ans, en vérité, dans les usines. Hein. On appelait ça autrement, on appelait ça machine learning, on appelait ça de plein de manières différentes. On appelle ça, en fait, 90% du temps, c'est de l'automatisation, ce qu'on veut faire. Et pas spécialement une IA qui fait de la création de texte. Donc la problématique, elle est déjà bien connue. Je pense, en tant que DSI, mettre en place des systèmes numériques, que ça soit dans un service support ou que ça soit dans un service de production, c'est une gestion de projet, de digitalisation, point. Ça fait 20 ans qu'on en parle dans les usines. Par contre, là, ça va hyper vite et il faut tout de suite onboarder beaucoup de gens. Donc c'est la problématique de l'humain, en fait, qui est très souvent la plus importante. Et pour rebondir peut-être une question à toi, Louis, comment on forme l'humain et toute l'entreprise à l'IA ou une partie de l'entreprise à l'IA? C'est une excellente question. Quand on a commencé notre démarche pour encadrer les outils génératifs d'IA, dont j'ai parlé tout à l'heure, on était plein d'ambition sur les moyens employés. Des webinars qu'on aurait créés, des choses comme ça. Pour finir, rien que l'analyse nous a déjà pris du temps. Comme chez vous tous, nos ressources ne sont pas illimitées. Et on a fini par faire une présentation live, un PowerPoint, un email, des emails en piqûre de rappel pour illustrer tel ou tel exemple. Mais on aimerait faire plus, c'est clair. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir aussi trop utiliser nos propres ressources. Il faut se baser sur tout le matériel qui existe sur le net. Exactement, oui. Ok, merci. L'heure tourne. Je vous propose, si ça vous intéresse, de poser une ou deux questions ou 3 questions à prendre. Est-ce que vous auriez... Oui, je vous passe mon micro.
Merci beaucoup. Florence Rudolph, INSAT Strasbourg, responsable scientifique de Climability Care, donc qui accompagne les entreprises au changement climatique. Déjà, j'aime bien que vous ayez fait la différence entre l'IA générative, l'IA prescriptive, ou disons, je ne sais pas si elle a un autre terme. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la question des compétences humaines, du collectif humain qui s'adosse à différents types d'IA. Est-ce qu'il y a aussi de ce point de vue-là une certaine précaution à prendre, parce qu'il peut y avoir aussi des pertes de compétences à l'échelle des compétences humaines? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez et comment? Merci beaucoup. Merci. Je laisse... La question est tout à fait pertinente, mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, elle se pose plutôt dans le sens inverse. Typiquement dans les métiers, dans les industries que je sers, il est de plus en plus compliqué de trouver certaines compétences. Et là, on peut imaginer que l'intelligence artificielle va aider à compléter le set de compétences dont on a besoin. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a toute une génération qui est en train de partir. J'en fais aussi un petit peu partie. On a une certaine expérience, certaines compétences, et comment les faire vivre, comment continuer de les faire vivre, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, et puis on le voit typiquement dans les métiers dans lesquels je suis, on parle de polymécaniciens, il y en a de moins en moins qui sont formés, et comment est-ce qu'on peut accompagner le client dans l'utilisation et toujours rester efficace, en ayant accès à de moins en moins de professionnels. Donc le but, c'est pas de bouffer de l'humain, c'est de compléter l'humain plutôt. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et puis tu l'as très bien dit en intro, mettre cette technologie qui pourrait avoir la trouille de quelle est la valeur de l'être humain, c'est un peu ça le fond de la question. La responsabilité d'une entreprise, c'est qu'un nouvel outil de ce type-là, même de cette envergure-là, il doit rentrer dans la compliance de ce que fait l'entreprise. Donc il y a une charte, il y a une manière d'utiliser. Petit spoiler, s'il y a une entreprise qui décide de ne pas mettre de charte et de se dire on interdit, alors vous vous trompez, hein, tout le monde l'utilise à côté, donc vos données elles partent, vous pourrez juste en être certain. Donc il faut empêcher ça, il faut le cadrer. Et en le cadrant du coup, on laisse le champ d'application de donner la vraie valeur de l'humain par rapport à cet outil. Exactement comme à l'époque, on faisait du tournage à la main. Maintenant, on le fait avec du tournage numérique. Alors oui, on a augmenté les capacités de production, la croissance de la production. Okay, bon, ça, c'est plutôt une problématique sociologique, économique. D'un point de vue techno, l'humain sur cette IA, il ne va pas remplacer celui qui, au début, qui donne l'ordre et celui qui, à la fin, qui doit contrôler. Parce que s'il ne contrôle pas, évidemment, bah là, en ce moment, tu as plutôt une chance sur deux d'avoir un mauvais résultat. Donc, la place de l'humain sur les tâches sur lesquelles on met de l'IA, c'est de dire ce qu'il faut faire pour pouvoir contrôler le résultat. En fait, c'est d'être un manager. Donc, en poussant un peu le bouchon, la valeur de l'humain de demain, c'est que n'importe qui peut devenir son propre manager dans ses tâches. Et c'est plutôt un truc assez positif. Merci. Peut-être une autre question? Sinon, je vous... Non? Veuillez m'excuser. Bon, mais en fait, si vous voulez, c'est comme bon, je travaille. Je suis à la fois, je suis chercheur, mais je suis aussi formatrice à l'INSA et notamment à l'école d'architecture. Eh bien, le fait de dessiner et le fait de prendre une interface qui dessine à votre place, ça change énormément dans l'acquisition de compétences et dans l'intelligence humaine. Et donc, quand on dessine, si maintenant je faisais un croquis de ce qui se passe ici, ou si je prends rapidement une photographie, c'est totalement différent. Quand je dessine, j'observe, et j'observe donc des choses qui vont déjà connecter, qui vont faire des connexions au niveau du cerveau. Et ce que je fais avec ma main et que je fais plus du tout avec ma main, eh bien, ça a des conséquences. Après, je peux me dire... je perds cela au profit d'autre chose. Mais on parle beaucoup, par exemple, ici, de réindustrialiser. La France, par exemple. Quand on réindustrialise, qu'est-ce qu'on fait? On reprend en main certaines compétences qu'on a perdues au service simplement, par exemple, du tertiaire. Et je pense que en tant que formatrice et chercheur, donc effectivement, je ne suis pas en plein dans une entreprise et je comprends aussi le gain, la valeur ajoutée de l'automatisation et des choses comme ça. Mais à l'échelle, disons un peu en amont de la formation, je pense que de tout déléguer à des IA génératives, etc., ou même sans aller dans la caricature, il y a vraiment un enjeu de compétences humaines. Merci de m'avoir redonné le micro.
Une réponse rapide, s'il te plaît. Oui, donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut, comme l'a dit César, il faut cadrer. C'est-à-dire que l'IA, il faut l'utiliser que d'une certaine façon et que à un certain moment. Comme l'a dit Cyril, la perte de compétences, on vient de le dire, il y a des personnes qui vont partir à la retraite. Il y a, même ici, il y a des stands où il y a des personnes qui ont des logiciels agrémentés d'IA qui permettent en fait de faire une vidéo d'une personne qui est en train de réparer une machine, d'analyser la vidéo et puis d'expliquer un petit peu ce qui a été fait. Et puis après, avec des lunettes de réalité augmentée, on peut refaire la même réparation, par exemple. Donc là, l'IA, on peut l'utiliser parce qu'on va garder la compétence, parce que finalement, on va réutiliser la réalité augmentée et on va donc toucher l'objet. On va vraiment faire la réparation comme l'avait fait, en fait. Donc là, l'IA a son importance. Après, le fait d'utiliser l'IA pour tout, et là, je prends la casquette de la R&D, puisqu'on a aussi, nous, des jeunes développeurs chez nous, qui utilisent bien Copilot, pour ne pas le nommer, dans Visual Studio. C'est vrai que ça, il faut le cadrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que quand ils commencent à développer avec de l'aide de l'IA, ils perdent en fait la compétence sur le logiciel, et même à la rigueur, quand on va vouloir modifier le logiciel, ils vont redemander à l'IA de savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse dessus. Donc là, on a vraiment c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc là, il faut cadrer, il faut faire des revues de code, il faut lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Donc tout ça, et on ne faut pas le laisser dans les mains des personnes, parce que c'est vrai, c'est trop simple. C'est trop simple. Comme l'a dit César, ça peut aider, mais il faut que ce soit cadré. Nous, dans notre ERP, quand on met en place l'IA pour nos utilisateurs, enfin pour les utilisateurs finaux, en fait, on a tout un ensemble de logiciels qui cadrent l'IA pour donner juste la fonctionnalité qu'ils ont besoin, les cas utilisateurs. On ne donne pas l'IA pour qu'ils puissent s'amuser avec. Et c'est là où il faut vraiment avoir cette faculté à donner des outils pour cadrer en fait l'utilisation de l'IA et être sûr qu'elle ne soit pas utilisée tout le temps et qu'on perde, comme vous dites, la maîtrise en fait de ce qu'on fait. Une dernière anecdote tout rapide pour illustrer ce que vous dites. Quand Midjourney, ChatGPT sont sortis dans la startup dans laquelle je bossais il y a 3 ans, on avait un graphiste, c'était une perle. Le mec savait faire du dev, des maquettes, il savait faire du graphisme, de la vidéo, de la photo. Enfin, c'est une pépite, le type. Et un créatif. Une grosse notion dans l'archi, d'accord ? Quand on a vu les outils et que sur un prompt, donc en générant des mots, on était capable de sortir des trucs qui ressemblaient à une photo, on lui dit putain, ton job il est mort, c'est terminé pour toi. Et il m'a dit peut-être le jour où les gens sauront exactement exprimer ce dont ils ont besoin. Et en fait aujourd'hui, les créatifs, s'ils savent exprimer ce dont ils ont besoin et qu'ils ont appris à dessiner, ils sauront le faire, ou alors ils pourront utiliser un outil pour pouvoir peut-être gagner du temps et sortir de la page blanche. Mais ils devront toujours être créatifs au départ. Merci. Alors, en quelques mots de conclusion, parce que le temps file, je repasse sur chacun d'entre vous. Miracle ou illusion ? Alors, en ce qui me concerne, ni l'un ni l'autre. C'est simplement pas possible, on n'a pas le droit. C'est simplement une fantastique opportunité. Donc, il va demander énormément d'efforts et de patience avant qu'on la maîtrise réellement. Mais c'est réellement une opportunité à saisir. Du coup, je veux dire comme toi, mais dans l'autre sens, je veux dire une mirallusion. Parce que ouais, c'est une super opportunité. Même si demain tout venait à cracher, il va falloir quand même essayer de l'utiliser. Comme on a essayé d'utiliser les machines à vapeur et tous ces trucs un peu qui ont changé le monde. Voilà, en bien ou en mal, on n'est pas là pour en parler. Alors, miracle, certainement pas, vu que l'outil est là, il faut l'utiliser, il faut le cadrer. Illusion, oui, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de 10 heures de rêve et de 10 heures de bonne aventure autour de l'intelligence artificielle, et c'est là où on revient, le bon sens, l'intelligence et la compétence de base vont être très très importants. L'IA est un outil qui doit répondre à un vrai besoin. J'appuie là-dessus, mais c'est vraiment ça. Et il faut que ce soit vraiment considéré comme un outil qui ne peut pas être considéré comme une fin en soi. Et surtout faire très attention à l'utilisation, quelles qu'en soient
selon le sujet. Il faut aussi faire attention à toute la consommation énergétique, la consommation d'eau, tout ce qui est en train de se mettre en place. Lisez un peu ce qui se passe autour dans les data centers, des trucs gigantesques qui sont en train de se faire actuellement, parce que de plus en plus de gens utilisent comme ça. Faut raisonner un peu aussi, il faut un petit peu avoir une prétention de se dire que la planète, c'est limité. Donc, il faut faire très attention à ça. On travaille aussi en R&D sur des IA génératives beaucoup moins productrices de consommation énergétique, beaucoup plus robustes, beaucoup plus efficaces. Voilà, il faut aller en ce sens-là, mais ce qui se passe actuellement, c'est une expansion complète et qui paraît vraiment sans limite, et ça fait peur. Alors moi, je vais dire les deux, miracle et désillusion, puisque miracle, si on arrive à cadrer avec des cas d'école, des use cases. Donc c'est vrai que si on arrive à cadrer le besoin et à renvoyer exactement ce qu'on a besoin, ça peut faciliter la vie. Par contre, désillusion, si on pense que ça peut tout faire. Ça c'est vrai. Les gens, ils pensent que ça va tout faire, on va faire de l'IA, on va tout faire. Même dans nos clients, ah vous avez mis de l'IA, c'est super, on va tout faire. Ah non, on va pas tout faire, on va juste faire ce que vous nous demandez de faire et puis on va s'arrêter là, parce que le reste, des fois, on maîtrise même pas. Donc voilà, conclusion. Merci beaucoup, messieurs, pour l'échange. Vous êtes encore là pour l'apéro sur notre stand, donc les discussions pourront continuer. Merci à vous d'avoir écouté, et puis je passe ma parole à Albert Hilbert, mon collègue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de vous présenter quelques projets qu'on a accompagnés pendant les 12 mois passés et puis qu'on va accompagner les prochains mois. On va commencer avec... ça va dans le mauvais sens, excusez-moi. Voilà, avec Envil. Barbara, s'il te plaît. One minute. Hi everyone, my name is Barbara Horvath and I'm the CEO of Invil. Imagine, what if robots could help all the people doing all the repetitive tasks and dangerous tasks, and they could help the humans and therefore save millions of lives and billions in labor costs. But the problem is that the robots don't really, there's limitations on what they can do. The robots don't really feel what's going on their bodies, on their surfaces. They don't have sensors there. There's a lot of areas where there's just no feeling, and that ends up having that robots are limited in what they can do. If they're doing something, there may be quality issues, and if there's a person nearby, they might pose safety risk to a human because they might bump into them or hit them. So where we come into the picture is that we are developing a sensor skin for robot that basically acts like a nervous system and gives them the ability to feel touch, temperature, but a little bit more than human skin. It gives them an ability to feel even proximity. So basically it's a multimodal sensor system on a flexible material. So it's a large soft material that has large number of sensors integrated inside. And this material can be shaped to fit onto all sorts of shapes surfaces. So not only flat or not only cylindrical, but even on spherical surfaces we can place them. And on top of that, these sensors are extremely sensitive. For example, our proximity sensors can detect up to 15 centimeters. The pressure sensors can detect forces as little as 50 milligrams. So yeah, they are very good sensors, and they are in extremely high numbers. So what we want to achieve is to do a skin for robots. Thank you. Merci beaucoup, Barbara. Plus de détails sur notre stand, comme déjà mentionné. Puis j'aimerais passer la parole à Baptiste de ICANN. Imaginez-vous la situation. Sam, livreur, dans une grande ville, dans les années 80. Probablement, il avait plutôt une carte papier. On n'avait pas tellement de GPS à l'époque. L'itinéraire était fixe. Et là, drame, bouchon, rien à faire. Ok, va falloir changer de route. On prend la carte, on regarde. C'est long, c'est pas facile. Maintenant, évidemment, vous utilisez tous un GPS qui fait ça pour vous et qui le fait très bien.
Vous n'avez même pas à savoir ce qui se passe, vous suivez les indications, vous allez au bon chemin. Alors pourquoi, en robotique, on continue encore à utiliser des cartes papier? Oui, ça s'appelle la programmation hors ligne. Quand on programme un robot, on lui dit quoi faire en avance et on répète ce geste à l'infini. De la programmation hors ligne, donc une carte papier. Or, les robots ont des bouchons aussi. Ça s'appelle du downtime. Et le downtime, c'est quand le robot rentre en collision avec quelque chose ou qu'il se passe des choses qui n'auraient pas dû se passer. Le problème, comme dans les années 80, changer ça, ça prend du temps et ça coûte cher. Entre 1000 et 10 000 euros de production ratée par minute. C'est les statistiques. Que peut-on faire? Eh bien, on peut changer ça en utilisant de la programmation temps réel. Utiliser des capteurs en utilisant AICA, qui est la première plateforme de programmation temps réel pour la robotique, tout robot. On a utilisé ça chez la société Schaeffler. On leur a permis ici de faire de l'assemblage de boîtes de vitesse en utilisant les données du capteur de force pour permettre cet assemblage. Donc une programmation en temps réel et non hors ligne, en avance. Autrement, on ne peut pas faire cette tâche. Résultat, on réduit aussi le downtime de 40%. Autant vous dire que ça fait quelques gains d'économiser. Cette solution peut donc être adaptée pour tout type de robot, mais aussi pour tout type de tâches, de l'assemblage, du polissage, dont on fait du désassemblage de batteries. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. Merci beaucoup, Baptiste. Le prochain, c'est Vladimir. À toi. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter Doc. Ce n'est pas une start-up, mais 3. On est tous les 3 passés par iForge Challenge de Basel Area. Et en fait, on vient répondre à 2 problématiques. La première problématique, c'est que l'inspection des infrastructures, comme le bâtiment dont vous vous trouvez ici, est majoritairement fait de façon manuelle et réactive. C'est-à-dire quand il y a un problème, on va finir par le signaler. Et souvent, on y arrive trop tard, ce qui coûte énormément d'argent, mais aussi une perte d'efficacité et d'optimisation. Le second problème, c'est que la majorité des solutions, pour répondre au problème numéro 1, elles ont tendance à être très niches, à se concentrer sur un aspect des problèmes et d'être isolées. Elles ne vont pas communiquer avec les autres solutions, ce qui fait que l'utilisateur, il finit avec une vingtaine de dashboards différents, il ne sait pas trop où se retrouver, et ça va contre cette idée d'améliorer l'optimisation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec 3 startups qui se concentrent sur des aspects différents, on s'est réunis pour se mettre d'accord et offrir une offre modulaire d'analyse des structures. Donc il y a Monidas qui apporte des capteurs LoRaWAN qu'on a déployés. On a d'ailleurs déployé des capteurs à l'entrée. Quand vous rentrez, il y a des petits boîtiers blancs au-dessus qui comptent le nombre de personnes entrantes et sortantes. Dexan, qui est ma compagnie, où on fait de l'analyse lean de data, et Deep Dive, qui fait de la visualisation d'assets. Et donc on se réunit et on a des interconnectivités pour offrir une solution sur mesure. Voilà, merci. Merci beaucoup, Vladimir. Plus de détails, encore une fois, sur notre stand. Et puis le dernier, It's all about accuracy. Olivier, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Olivier Astro. Je suis cofondateur et CEO de All About Accuracy. Nous sommes une start-up deep tech, donc spin-off de l'Institut de recherche IHP, à côté de Berlin. Et je vais vous parler aujourd'hui du capteur radio le plus précis du monde. D'abord un peu de contexte. Alors depuis donc l'émergence de l'industrie manufacturière, l'humanité a eu de cesse que d'augmenter ses capacités de production. D'abord avec le Fordisme au début du XXe, et jusqu'à nos jours avec l'industrie robotique telle qu'on la connaît, et avec l'émergence de l'IA maintenant, donc on promet des dark factories, donc des usines complètement autonomes. Et donc pour aider nos robots à faire tout cela, nous avons donné des yeux à nos robots. Malheureusement, notre thèse est que cette situation est imparfaite. Pourquoi ? Parce que donc les caméras ont beaucoup de limites qui ne fitent pas avec l'environnement industriel. Donc elles ont un champ de vision qui est limité, donc si vous ne voyez pas donc la pièce, ça ne fonctionne pas. Il faut que la pièce soit placée au bon endroit, sinon ça ne fonctionne pas non plus.
Les caméras sont vulnérables à la saleté, au flash lumineux, sont très sensibles en général, et génèrent un énorme volume de données. Donc, si vous voulez faire du positionnement, par exemple, vous avez d'abord générer les données, ensuite intégrer du post-traitement, de l'IA, etc., pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est là où on arrive avec notre capteur, donc cette puce qui est basée sur un protocole qu'on appelle Ultra Wideband, qui est donc la première solution radio suffisamment précise pour perturber le marché des caméras. Pourquoi? Parce que c'est omnidirectionnel. Donc on peut mesurer son ligne de vue, on est insensible aux perturbations, donc, de manière générale la saleté, les éclairages, etc. Vous avez directement la position de ce que vous essayez de mesurer en temps réel. Et c'est très facile d'utilisation, scalable, et donc un peu mieux pour l'industrie. Donc si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus, on se retrouve au stand Basel Area K12 pour en parler. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, on a presque terminé. J'aimerais juste donner la parole à Morgane, qui nous a aidés et qui nous a donné beaucoup de support pour organiser cet événement. S'il te plaît. Donc une toute petite dernière information. Cet après-midi, nous avons prévu 2 animations sur notre stand. Donc la première, c'est à 13h30 jusqu'à 14h30, où ça sera une démonstration de All About Accuracy. Et ensuite, une démonstration à 14h30 jusqu'à 15h. Donc ça sera une démonstration de InVille. Et on a prévu un petit jeu avec des questionnaires sur nos startups auxquels vous pourrez répondre et vous pourrez gagner des cadeaux qui sont offerts par la région du Jura et aussi par la région de Basel-Land. Donc c'est des très beaux cadeaux. Donc je vous invite à venir sur le stand pour participer à ce jeu et aussi apprendre plus sur nos startups. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Et puis, de ma part, merci beaucoup à vous tous d'être venus pour votre intérêt. Merci aussi à Carole et Marie d'organiser ces activités sur place. Et puis, j'aimerais bien vous inviter sur notre stand pour un petit apéritif pour réseauter, apprendre un peu plus des différents projets qu'on a sur le site. Merci d'être là et à tout bientôt. Ravi de vous rencontrer sur notre stand. Merci beaucoup, Sébastien aussi.